Pendant 45 années, entre 1789 et 1834, plus de 200 personnes ont disparu dans un rayon de 20 km autour du château de Val-Morbide, en Bourgogne. Toutes ces disparitions avaient un point commun troublant. Les victimes avaient été vues pour la dernière fois se dirigeant vers les terres de la famille de Monbreuil, une lignée noble déchue qui prétendait descendre des anciens Montmorency. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre engagement nous aide à continuer à révéler ces histoires oubliées de l'histoire. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende. Ce ne sont pas des rumeurs de village ou des contes transmis de bouche à oreille. Ce sont les faits tels qu'ils ont été consignés dans les archives départementales de Saône-et-Loire, dans des rapports de gendarmerie scellés pendant plus d'un siècle et dans les témoignages de ceux qui ont survécu pour raconter l'impensable vérité sur cette famille maudite. L'année 1789 avait tout changé pour la noblesse française. Dans les salons dorés de Versailles, on murmurait que le monde tel qu'il l'avait connu touchait à sa fin. Mais dans les terres reculées de Bourgogne, à quelques lieues de Chalon-sur-Saône, la famille de Monbreuil refusait d'accepter cette réalité nouvelle. Le château de Val-Morbide se dressait au cœur d'un domaine de 1000 hectares, entouré de forêts denses et de collines ondulantes où la brume matinale semblait s'attarder plus longtemps qu'ailleurs. Cette demeure du XVe siècle, avec ses tours carrées et ses murailles épaisses, avait été construite pour défier le temps et les hommes. Ces pierres grises, noircies par les siècles, lui donnaient un aspect sombre qui contrastait avec la beauté sauvage du paysage bourguignon. Depuis des générations, les Monbreuil prétendaient descendre en ligne directe des illustres Montmorency. Cette famille qui avait donné à la France ses plus grands connétables et ses plus fidèles serviteurs de la couronne. Ils brandissaient cette ascendance supposée comme un blason, répétant à qui voulait l'entendre que le sang des premiers barons de France coulait dans leurs veines. Cette obsession généalogique était devenue, au fil des siècles, le fondement même de leur identité. Le dernier comte de Monbreuil, Arnaud Fortuné de Monbreuil, était un homme de 52 ans, au visage émacié et aux yeux d'un bleu délavé qui semblait porter le poids de toutes les humiliations subies par sa caste. Grand, le dos toujours droit malgré les années, il incarnait cette noblesse d'ancien régime qui refusait de plier l'échine devant les événements révolutionnaires. Sa femme, Marie-Clémence de Monbreuil, née de Rochefort, était une femme encore belle à 45 ans, mais dont le regard trahissait une amertume profonde et une mélancolie qui semblait s'être installée définitivement dans ses traits fins. Leurs 3 enfants avaient grandi dans cette atmosphère lourde de nostalgie et de ressentiment. Gaspard, l'aîné, âgé de 28 ans au début de notre histoire, était un jeune homme instruit mais rongé par l'obsession familiale de la pureté du sang. Sa sœur, Apolline, 26 ans, possédait une beauté froide et troublante qui masquait une intelligence redoutable et une cruauté latente. Le cadet, Thibaut, 23 ans, était peut-être le plus dangereux des 3. Derrière ses manières affables et son sourire charmeur se cachait un esprit tortueux et une absence totale de scrupules moraux. Avec la Révolution, la famille avait perdu tous ses privilèges, ses rentes et une grande partie de ses terres. Mais contrairement à beaucoup de nobles qui avaient choisi l'exil ou la discrétion, les Monbreuil avaient fait le choix de s'enfermer dans leur château et de cultiver leur amertume. Ils vivaient en autarcie, entourés de quelques serviteurs fidèles qui partageaient leur haine viscérale de ce monde nouveau. La région autour de Val-Morbide était peu peuplée. Quelques fermes isolées, un hameau de bûcherons appelé les Trois Chênes et la route départementale qui menait de Chalon-sur-Saône à Autun en passant par leurs terres. Cette route était fréquentée par les marchands, les colporteurs, les artisans itinérants et tous ceux que les nécessités du commerce obligeaient à traverser cette partie reculée de la Bourgogne. C'est dans ce contexte d'isolement géographique et de repli psychologique que va naître l'obsession morbide qui transformera la famille de Monbreuil en l'une des lignées les plus sinistres de l'histoire secrète de France.
L'automne de 1789 marqua un tournant dans l'histoire de la famille de Monbreuil. Alors que partout en France, les châteaux brûlaient et que les nobles fuyaient ou périssaient sous les coups de la justice révolutionnaire, les Monbreuil assistaient à leur déchéance avec une rage froide qui couvait comme un brasier mal éteint. C'est un soir de novembre, alors qu'une pluie glaciale fouettait les fenêtres du château, qu'Arnaud Fortuné réunit sa famille dans la bibliothèque aux boiseries sombres. Les flammes de l'âtre projetaient des ombres dansantes sur les rangées de livres reliés de cuir et sur les portraits d'ancêtres qui semblaient observer la scène de leur cadre doré. « Mes enfants », commença-t-il de cette voix grave qui ne souffrait aucune contradiction, « nous assistons à l'effondrement d'un monde. Notre monde, celui que nos ancêtres ont construit pierre par pierre, génération après génération. Mais je refuse que notre lignée se termine dans l'oubli et la honte. » Marie-Clémence, assise dans son fauteuil de velours cramoisé, brodait machinalement un mouchoir de dentelle. Ses doigts fins tremblaient légèrement, trahissant une nervosité qu'elle s'efforçait de dissimuler. Les trois enfants écoutaient leur père avec cette attention respectueuse qu'il lui avait toujours témoignée. « Ce que ces révolutionnaires ne comprennent pas, » poursuivit Arnaud Fortuné en arpentant la pièce, « c'est que la noblesse n'est pas seulement une question de privilège ou de propriété. C'est une question de sang, de pureté, de lignage. Nous descendons des Montmorency, nous portons en nous l'essence même de la France éternelle. Et cette essence, personne ne pourra jamais nous l'enlever. » Gaspard, l'aîné, se pencha vers son père. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange dans la pénombre de la pièce. « Mais père, comment préserver cette pureté dans un monde qui sombre dans la vulgarité? Comment empêcher que notre sang ne se dilue dans la boue plébéienne qui envahit tout ?» Un sourire inquiétant se dessina sur les lèvres d'Arnaud Fortuné. Il s'approcha d'une étagère et en sortit un ouvrage ancien, relié de cuir noir et fermé par des fermoirs de bronze terni. « J'ai retrouvé ce livre dans les affaires de mon grand-père », dit-il en caressant la couverture usée. Il s'agit d'un traité sur les lignages nobles, écrit au XVIe siècle par un moine érudit de l'abbaye de Cluny. Il y explique comment les familles aristocratiques de l'époque préservaient la pureté de leur sang et l'honneur de leur nom. Il ouvrit l'ouvrage à une page marquée par un ruban de soie rouge. Sa voix prit une intonation solennelle, presque liturgique. Écoutez bien ceci. Lorsqu'une lignée noble se trouve souillée par le contact impur des manants et des vilains, il existe des moyens de purification qui remontent aux temps les plus anciens, car le sang noble, une fois purifié par les rites appropriés, retrouve sa force originelle et sa vertu première. Apolline leva la tête de son ouvrage de broderie. Ses yeux verts, hérités de sa mère, brillaient d'une curiosité malsaine. « Que veut dire cet auteur par « rite de purification, père » Arnaud Fortuné referma le livre et regarda longuement chacun de ses enfants. Le silence qui s'installa était lourd de sous-entendus et de promesses inavouables. Nos ancêtres savaient que pour préserver l'intégrité d'une lignée, il fallait parfois éliminer les éléments impurs qui menaçaient de la corrompre. Ils pratiquaient des cérémonies qui permettaient de restaurer la pureté originelle du sang noble. Marie-Clémence laissa échapper un petit cri étouffé. Elle avait arrêté de broder et fixait son mari avec un mélange d'effroi et de fascination. « Arnaud Fortuné, vous ne pensez tout de même pas à... » « Je pense à sauver notre famille, Marie-Clémence. Je pense à préserver l'héritage de nos ancêtres. Et si cela exige de nous certains sacrifices, alors nous devrons les consentir. » Thibaut, le plus jeune, se leva de son siège. Malgré ses 23 ans, il possédait déjà cette assurance tranquille qui caractérisait les hommes dangereux. « Expliquez-nous concrètement ce que vous avez en tête, père. Nous sommes prêts à tout pour restaurer l'honneur de notre nom. » Arnaud Fortuné s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement les lourds rideaux de brocart. Au loin, on apercevait les lumières tremblotantes du hameau des Trois Chênes. Ces gens qui vivent autour de nous, ces marchands qui traversent nos terres, ces artisans qui profitent du désordre révolutionnaire pour s'enrichir. Ils représentent tout ce qui menace notre pureté. Leur simple présence sur nos terres ancestrales
est une souillure. Il se tourna vers sa famille, et dans ses yeux, la folie commençait déjà à danser. Si nous parvenions à nettoyer nos terres de ces éléments impurs, si nous pratiquions les rites de purification décrits dans ce livre, alors peut-être pourrions-nous restaurer la force originelle de notre lignée et reconquérir ce qui nous a été volé. Le feu crépitait dans la cheminée, projetant des lueurs sanglantes sur les visages de la famille réunie. Dehors, la pluie continuait à tomber comme si le ciel pleurait déjà sur les horreurs qui allaient bientôt ensanglanter les terres de Valmorbide. Cette nuit-là, les Monbreuil scellèrent un pacte terrible. Un pacte qui allait transformer cette famille déchue en une secte meurtrière et leur château en un théâtre d'horreurs indicibles. Les premiers mois de l'année 1790 s'écoulèrent dans une atmosphère de préparation inquiétante au château de Valmorbide. Arnaud Fortuné avait entrepris d'étudier minutieusement le traité ancien découvert dans les affaires de son grand-père. Il passait des heures enfermé dans la bibliothèque, prenant des notes dans un carnet relié de cuir qu'il gardait toujours sur lui et qu'il dissimulait soigneusement aux regards indiscrets. Parallèlement, la famille avait commencé à organiser ce qu'ils appelaient entre eux la purification du domaine. Cette expression anodine masquait en réalité une planification méthodique et terrifiante. Gaspard s'était chargé d'étudier les allées et venues sur la route départementale, notant scrupuleusement les habitudes des voyageurs, leurs horaires, leurs itinéraires. Apolline, quant à elle, avait établi des contacts avec les quelques habitants du hameau des Trois Chênes, se montrant soudainement avenante et charitable envers ces gens qu'elle avait toujours méprisés. Thibaut, le plus jeune mais sans doute le plus redoutable, avait entrepris d'explorer minutieusement chaque recoin du château et de ses dépendances. Il avait découvert dans les sous-sols une série de caves voûtées datant de l'époque médiévale, reliées entre elles par un dédale de couloirs souterrains. Ces souterrains débouchaient à plusieurs endroits du domaine, notamment dans la crypte de l'ancienne chapelle castrale et dans les ruines d'une tour de guet située à l'orée de la forêt. C'est dans ces caves humides et silencieuses que la famille décida d'aménager ce qu'Arnaud Fortuné appelait pompeusement le sanctuaire de la purification. Avec l'aide de leurs serviteurs les plus fidèles, un couple âgé, Firmin et Margot Berthoud, qui vivaient au château depuis plus de 30 ans, ils y installèrent une sorte d'autel de pierre brute, entouré de candélabres de fer forgé et orné de symboles qu'Arnaud Fortuné prétendait avoir trouvé dans son traité ancestral. La première victime fut un colporteur du nom de Jean-Baptiste Morlet, un homme d'une quarantaine d'années originaire de Mâcon, qui venait régulièrement vendre ses marchandises dans la région. Morlet était un homme jovial et bavard, connu de tous les habitants du pays pour ses histoires drôles et ses nouvelles des villes qu'il visitait. Il avait l'habitude de faire étape au château de Valmorbide, où les Monbreuil l'accueillaient depuis des années, avec une courtoisie distante, mais correcte. Le 15 mars 1790, par une soirée particulièrement froide et venteuse, Jean-Baptiste Morlet frappa comme à l'accoutumée à la grande porte du château. Firmin Berthoud vint lui ouvrir et le conduisit au salon où la famille l'attendait autour d'un feu de bois. Cette fois-ci, l'accueil fut différent. Arnaud Fortuné se montra particulièrement affable, invitant le colporteur à partager leur souper et à passer la nuit au château, plutôt que de repartir par ce temps épouvantable. Morlet, flatté par cette attention inhabituelle, accepta volontiers. Il ne pouvait pas deviner que cette hospitalité soudaine cachait les intentions les plus sinistres. Pendant le repas, servi dans la grande salle à manger aux murs tapissés de cuir de Cordoue, la conversation porta sur les événements révolutionnaires. Morlet, qui avait assisté à plusieurs séances de l'Assemblée nationale à Paris, raconta avec enthousiasme les changements qui se profilaient pour la France. « Voyez-vous, monsieur le comte, dit-il en portant à ses lèvres un verre du vin de Bourgogne que ses hôtes avaient eu la générosité de déboucher, cette révolution, c'est la fin des privilèges injustes, mais c'est aussi l'avènement d'une société plus juste, où chacun pourra s'élever selon son mérite, et non selon sa naissance. » Les yeux d'Arnaud Fortuné brillèrent d'une lueur dangereuse, mais il garda son calme et répondit avec un sourire qui ne trompait que le pauvre Morlet.
Vous avez sans doute raison, mon cher. Les temps changent et nous devons nous adapter. D'ailleurs, nous aimerions beaucoup entendre votre opinion sur certains aspects de cette transformation. Si vous le voulez bien, nous pourrions poursuivre cette conversation dans la bibliothèque, dans un cadre plus intime. Morlaix, honoré par cette marque de confiance, accepta avec empressement. Il ne remarqua pas les regards échangés entre les membres de la famille, ni la façon dont Apolline effleura discrètement la main de son frère Thibaut. La bibliothèque avait été préparée pour l'occasion. Les lourds rideaux étaient tirés, les bougies nombreuses créaient une atmosphère feutrée et solennelle. Sur le bureau d'Arnaud Fortuné, le fameux traité sur les lignages nobles était ouvert à une page soigneusement choisie. « Asseyez-vous donc près du feu, mon cher Morlaix », dit le maître des lieux en désignant un fauteuil confortable. « Puis-je vous offrir un verre de cette liqueur de poire que nous fabriquons avec les fruits de nos vergers ?» Morlaix accepta volontiers. Il ne pouvait pas voir Marie-Clémence verser discrètement dans son verre le contenu d'une petite fiole de verre bleu qu'elle dissimulait dans les plis de sa robe. Cette préparation, tirée des recettes secrètes du traité ancestral, était composée d'un mélange de plantes soporifiques qui plongeait rapidement la victime dans un état de somnolence et de confusion mentale. Quelques minutes après avoir bu la liqueur, Morlaix commença à éprouver des vertiges. Sa vision se troubla, ses paroles devinrent hésitantes. Il voulut se lever, mais ses jambes ne le portaient plus. « Je ne me sens pas très bien », balbutia-t-il en se cramponnant au bras de son fauteuil. « Peut-être devrais-je… » « Ne vous inquiétez pas », murmura Arnaud Fortuné d'une voix douce qui contrastait avec l'expression glaciale de son visage. « Vous allez simplement participer à une cérémonie très ancienne. Une cérémonie qui va vous permettre de contribuer à la restauration de la pureté de notre lignée. » Morlaix essaya de protester, mais les drogues faisaient maintenant pleinement effet. Gaspard et Thibaut le saisirent sous les bras et l'entraînèrent vers une porte dissimulée derrière une tapisserie qui donnait accès à un escalier de pierre menant aux caves. Ce qui se passa cette nuit-là dans les souterrains de Valmorbide dépasse l'entendement. Selon les notes retrouvées bien plus tard dans le carnet secret d'Arnaud Fortuné, la famille procéda à ce qu'ils appelaient le premier rite de purification. Le malheureux Morlaix, à demi conscient mais parfaitement capable de ressentir la douleur et l'effroi, fut attaché sur l'autel de pierre. Arnaud Fortuné, revêtu d'une sorte de robe cérémonielle noire qu'il avait fait confectionner selon les descriptions du traité, procéda à un rituel macabre qui mêlait prières latines déformées et gestes d'une barbarie inouïe. Selon ses croyances délirantes, le sang de cette victime impure allait, en s'écoulant sur la pierre sacrée, purifier les fondations mêmes du château et restaurer la puissance de la lignée des Monbreuil. Le supplice dura plusieurs heures. Morlaix mourut aux premières lueurs de l'aube, dans d'atroces souffrances, sans jamais comprendre pourquoi ses hôtes de la veille s'étaient transformés en bourreaux. Son corps fut enseveli dans une fosse creusée dans la forêt, à un endroit que Thibaut avait soigneusement repéré et marqué sur un plan personnel. Le lendemain matin, quand les habitants des Trois Chênes s'inquiétèrent de ne pas voir passer le colporteur comme il en avait l'habitude, Firmin Berthoud se rendit au village pour expliquer que M. Morlaix était bien passé au château la veille au soir, mais qu'il était reparti très tôt le matin pour Autun où l'attendaient des clients importants. Cette première disparition marqua le début d'une série d'horreurs qui allait s'étendre sur près de 45 années. Mais pour les Monbreuil, elle représentait bien davantage. C'était la première étape de leur plan de purification et le commencement de leur descente aux enfers. Si cette histoire vous donne des frissons, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver ensuite. Les années qui suivirent le premier rite de purification virent la famille de Monbreuil s'enfoncer de plus en plus profondément dans sa folie meurtrière. Ce qui avait commencé comme une obsession délirante de pureté du sang était devenu un système organisé et méthodique d'enlèvement et d'assassinat. Arnaud Fortuné avait établi ce qu'il appelait le calendrier des purifications. Selon ses calculs ésotériques, basés sur les phases de la lune et certaines dates qu'il prétendait sacrées pour sa lignée, la famille devait procéder à 4 à 6 cérémonies par an
pour maintenir et renforcer la pureté de leur sang. Chaque membre de la famille avait un rôle précis à jouer dans cette machinerie de mort. Gaspard était devenu l'éclaireur de la famille. Il sillonnait la région sous divers prétextes, étudiant les habitudes des voyageurs, repérant les proies potentielles, établissant leurs itinéraires et leurs horaires. Il avait développé une mémoire extraordinaire pour les détails et tenait à jour un fichier mental de tous ceux qui empruntaient régulièrement la route traversant le domaine des Montbreuil. Apolline s'était spécialisée dans ce qu'elle appelait l'art de l'attraction. Belle femme de 28 ans maintenant, elle avait appris à utiliser son charme pour attirer les victimes vers le château. Elle se promenait souvent le long de la route, feignant une panne de cheval ou une indisposition, pour engager la conversation avec les voyageurs isolés. Sa beauté froide et ses manières aristocratiques impressionnaient généralement ces hommes simples qui ne demandaient qu'à rendre service à une dame de qualité en détresse. Thibaut, quant à lui, était devenu le maître d'œuvre des disparitions. Il connaissait chaque sentier, chaque cache, chaque recoin secret du domaine et des forêts environnantes. C'était lui qui organisait matériellement les enlèvements et qui se chargeait de faire disparaître toute trace des victimes. Il avait aménagé dans la forêt plusieurs fosses communes qu'il dissimulait soigneusement après usage. Marie-Clémence, l'épouse et mère, était devenue la gardienne des archives de la purification. Elle tenait un journal secret où elle consignait minutieusement chaque cérémonie, le nom de la victime quand il était connu, sa provenance, les circonstances de sa capture et surtout les effets purificateurs que la famille prétendait observer après chaque meurtre. Ce journal, écrit d'une écriture fine et soignée, ressemblait davantage aux notes d'une ménagère consciencieuse qu'aux mémoires d'une complice d'assassinat en série. Au fil des années, les méthodes de la famille se raffinèrent. Ils apprirent à choisir leurs victimes parmi ceux dont la disparition passerait le plus inaperçue, les marchands itinérants sans famille, les colporteurs solitaires, les artisans voyageant pour leur commerce, parfois même des vagabonds ou des mendiants qui n'avaient pas la chance d'être connus ou regrettés par quiconque. Le château de Valmorbide devint progressivement un piège mortel. Les Montbreuil y avaient aménagé ce qu'ils appelaient la chambre d'accueil. Une pièce confortable située au rez-de-chaussée et donnant sur la cour d'honneur. Cette chambre était équipée d'un système de verrouillage invisible depuis l'intérieur et communiquait directement avec les caves par un escalier dérobé dissimulé derrière une bibliothèque pivotante. Les victimes étaient généralement attirées au château sous un prétexte plausible, l'offre d'un gîte pour la nuit par mauvais temps, une proposition d'achat de leurs marchandises ou simplement l'invitation à partager un repas. La famille avait développé un véritable talent pour l'hospitalité trompeuse. Ils savaient se montrer charmants, prévenants, généreux, endormant ainsi la méfiance de leurs hôtes. Une fois la victime endormie par les drogues, que Marie-Clémence mélangeait habilement à la nourriture ou aux boissons, elle était transportée dans les caves où se déroulait ce qu'Arnaud Fortuné appelait maintenant la grande œuvre de purification. Ces cérémonies avaient évolué au fil du temps, devenant de plus en plus élaborées et cruelles. Le chef de famille avait enrichi son rituel initial de nouveaux éléments qu'il prétendait puiser dans d'anciens grimoires et des textes ésotériques qu'il étudiait avec une passion maniaque. Mais c'est vers l'année 1800 que se produisit un événement qui marqua une nouvelle étape dans l'escalade de l'horreur. Cet événement, les Montbreuil l'appelèrent entre eux la révélation. Et il allait transformer leur folie familiale en véritable culte organisé. Un soir d'octobre, alors qu'ils venaient de procéder à leur 43e purification, celle d'un marchand de draps venu de Lyon, Arnaud Fortuné eut ce qu'il décrivit plus tard comme une vision illuminatrice. Selon ses propres termes consignés dans son carnet secret, il comprit soudain que leur œuvre de purification ne devait pas se limiter à leur seule famille, mais s'étendre à toute leur région. « J'ai vu, » écrivit-il de sa plume fiévreuse, « que notre mission divine était de purifier non seulement notre lignée, mais aussi nos terres ancestrales. Chaque goutte de sang impur versée sur notre autel sacré
nettoie un peu plus cette terre souillée par des siècles de contamination plébéienne. Nous sommes les instruments de la Providence pour restaurer l'ordre naturel des choses. Cette révélation l'amena à théoriser ce qu'il appelait la purification territoriale. Selon cette nouvelle doctrine, il fallait procéder systématiquement à l'élimination de tous les éléments impurs présents sur leurs terres ancestrales. Cela incluait non seulement les voyageurs de passage, mais aussi les paysans, les artisans et même les domestiques qui n'appartenaient pas à leur cercle familial immédiat. C'est ainsi que commença la deuxième phase de leur crime, celle qui allait s'avérer la plus meurtrière et la plus systématique. Les Monbreuil entreprirent méthodiquement de nettoyer leur territoire, commençant par les fermes isolées et les masures les plus éloignées du hameau des Trois Chênes. Leur première cible fut la famille Rousset, des paysans qui exploitaient depuis 3 générations une petite ferme à la lisière de la forêt de Valmorbide. Pierre Rousset, sa femme Jeanne et leurs 2 enfants en bas âge vivaient dans une modeste chaumière entourée de quelques arpents de terre qu'ils cultivaient pour survivre. Ils n'avaient jamais causé le moindre tort aux Monbreuil et entretenaient même avec eux des rapports de bon voisinage, payant régulièrement les redevances dues sur leurs terres. Mais aux yeux délirants d'Arnaud Fortuné, ils représentaient une contamination qu'il fallait éliminer. Un soir de novembre 1800, toute la famille de Monbreuil se rendit à la ferme des Rousset sous prétexte de discuter du renouvellement du bail de leurs terres. Ils emportaient avec eux une bonbonne de vin empoisonnée aux mêmes drogues soporifiques qu'ils utilisaient au château. La famille Rousset, honorée par cette visite inattendue de leur seigneur, les accueillit avec la déférence et la simplicité qui caractérisaient ces braves gens. Ils partagèrent leur modeste souper, burent le vin apporté par leurs généreux visiteurs et s'effondrèrent un à un dans un sommeil artificiel d'où ils ne devaient jamais se réveiller. Cette nuit-là, les Monbreuil procédèrent à ce qu'ils appelèrent la grande purification familiale. Dans cette chaumière isolée, loin de tout regard indiscret, ils massacrèrent méthodiquement toute la famille Rousset selon leur rituel dément. Puis, ils incendièrent la ferme, maquillant leur crime en accident domestique. Le lendemain matin, quand la fumée fut aperçue depuis le hameau des Trois Chênes, on ne retrouva que des corps calcinés et des cendres. L'enquête sommaire menée par le maire de la commune conclut à un tragique accident. Une chandelle renversée, un feu qui avait pris trop rapidement dans cette maison aux murs de torchis et à la toiture de chaume. Personne ne songea à mettre en doute cette version des faits. Cette première purification territoriale marqua un tournant décisif dans l'évolution des crimes de la famille de Monbreuil. Il venait de franchir une nouvelle ligne, passant de l'assassinat de voyageurs isolés au massacre planifié de familles entières. Et le plus terrifiant était qu'ils y avaient pris goût. Les années 1801 à 1810 furent les plus sanglantes de toute l'histoire secrète des Monbreuil. Enhardis par le succès de leur premier massacre familial, ils développèrent ce qu'Arnaud Fortuné baptisa le grand plan de purification régionale. Ce plan, d'une logique implacable dans sa folie, consistait à éliminer systématiquement tous les habitants des terres qui avaient autrefois appartenu à leurs ancêtres. Selon les calculs déments du chef de famille, basés sur d'anciens titres de propriété et des cartes féodales qu'il étudiait avec l'obsession d'un maniaque, cette zone de purification s'étendait sur près de 40 km² autour du château de Valmorbide. Pour mener à bien cette entreprise monstrueuse, les Monbreuil mirent au point une méthode d'une efficacité terrifiante. Ils commençaient par étudier minutieusement leurs futures victimes, apprenant leurs habitudes, leurs liens familiaux, leurs activités quotidiennes. Apolline se révéla particulièrement douée pour cette phase de préparation. Elle se rendait régulièrement au marché de Chalon-sur-Saône ou aux foires des villages environnants, se mêlant aux conversations, posant des questions apparemment innocentes, récoltant les informations qui permettraient plus tard à sa famille de frapper au moment et à l'endroit les plus propices. Gaspard, quant à lui, était devenu un expert en accidents arrangés.
Il avait étudié les techniques employées par les assassins professionnels de l'époque et les adaptait aux besoins spécifiques de sa famille. Empoisonnement discret, noyade suspecte, chute mortelle, incendie criminel. Il maîtrisait tout un arsenal de méthodes permettant de supprimer des vies humaines sans éveiller les soupçons. Thibault s'était spécialisé dans ce qu'il appelait les enlèvements de masse. Quand une famille entière devait disparaître, c'était lui qui organisait l'opération logistique. Il avait aménagé dans les caves du château une sorte de prison souterraine où les victimes pouvaient être détenues plusieurs jours avant d'être sacrifiées selon les rituels familiaux. Cette prison, qu'il avait baptisée l'antichambre de la purification, était composée de plusieurs cellules creusées dans le roc et reliées entre elles par un système de couloirs labyrinthiques. Marie-Clémence était devenue la théoricienne du groupe. Elle avait enrichi le journal des purifications d'une série d'observations et de réflexions qui révélaient une intelligence perverse remarquable. Elle analysait méticuleusement les résultats de chaque massacre, notant les améliorations constatées dans ce qu'elle appelait l'aura purificatrice de la famille. Selon ses délires, chaque meurtre renforçait la noblesse de leur sang et leur redonnait une parcelle des pouvoirs mystiques qu'avaient possédés leurs ancêtres. C'est durant cette période que se produisit l'événement le plus troublant de toute cette sombre histoire, la disparition de l'abbé Mathieu Durand, curé de la paroisse de Saint-Rémy-des-Bois, le village le plus proche du château de Val-Morbide. L'abbé Durand était un homme de 45 ans, d'une piété exemplaire et d'une intelligence remarquable. Ancien séminariste de Saint-Sulpice, il avait choisi de servir dans cette paroisse rurale par vocation missionnaire, désireux de porter la parole de Dieu aux populations les plus déshéritées. Depuis son arrivée dans la région en 1795, il s'était acquis l'estime et l'affection de tous ses paroissiens par sa bonté, sa charité et son dévouement sans limite. Mais l'abbé Durand était aussi un homme observateur et intelligent. Depuis plusieurs années, il avait remarqué certaines anomalies dans sa paroisse, des disparitions inexpliquées, des accidents suspects, une mortalité anormalement élevée parmi les familles les plus isolées de son territoire. Ces observations l'avaient amené à mener sa propre enquête discrète, recoupant les témoignages, étudiant les circonstances de chaque disparition, établissant des liens troublants entre tous ces événements. Ses soupçons se portaient naturellement sur la famille de Monbreuil. Il avait noté que la plupart des disparitions se produisaient dans un rayon assez proche du château de Val-Morbide, et il avait remarqué l'attitude de plus en plus étrange des membres de cette famille lors des rares occasions où il les croisait. Arnaud Fortuné, autrefois courtois bien que distant, était devenu fuyant et nerveux en sa présence. Marie-Clémence évitait soigneusement tout contact avec lui, détournant le regard quand elle le croisait sur la route ou au marché. Mais c'était surtout le comportement des enfants Monbreuil qui l'inquiétait le plus. Il avait surpris plusieurs fois Gaspard, rôdant aux abords des fermes isolées, prétendant faire des relevés topographiques pour le compte de sa famille. Apolline se montrait d'une curiosité malsaine concernant les habitudes et les liens familiaux de ses paroissiens, posant des questions indiscrètes sous couvert de mondanité. Quant à Thibault, le curé avait remarqué qu'il connaissait étrangement bien tous les sentiers et tous les raccourcis de la région, y compris ceux qui menaient aux propriétés les plus reculées. Le dimanche 15 septembre 1805, l'abbé Durand prit une décision qui allait sceller son destin tragique. À l'issue de la messe matinale, il annonça à ses paroissiens qu'il entreprendrait dans les jours suivants une série de visites pastorales chez toutes les familles de sa paroisse, y compris les plus éloignées. Cette tournée, précisa-t-il, avait pour but de s'assurer du bien-être spirituel et matériel de chacun de ses ouailles. Cette annonce publique parvint rapidement aux oreilles des Monbreuil par l'intermédiaire de Margot Berthoud, qui assistait régulièrement aux offices de Saint-Rémy-des-Bois, malgré l'âge avancé qui l'obligeait à parcourir plusieurs kilomètres à pied. Le soir même, Arnaud Fortuné réunit sa famille dans la bibliothèque pour une réunion d'urgence. « Cet abbé commence à devenir gênant », déclara-t-il sans préambule. Ses questions indiscrètes, ses visites impromptues, son attitude soupçonneuse,
Il faut que nous prenions des mesures. Gaspard acquiesça gravement. Il avait lui aussi remarqué l'intérêt inhabituel que le curé portait aux affaires de leur famille. Il a déjà rendu visite aux familles Morel et Chabert, rapporta-t-il. D'après ce que j'ai pu apprendre, il posait des questions très précises sur les circonstances de la mort de leurs voisins. Il semble établir des liens entre toutes les disparitions de ces dernières années. Apolline se pencha vers son père, ses yeux verts brillant d'une lueur inquiétante. Un prêtre qui disparaît mystérieusement, cela risque d'attirer l'attention des autorités ecclésiastiques. L'évêché d'Autun ne manquera pas d'envoyer des enquêteurs. Justement, répliqua Thibault avec ce sourire froid qui lui était caractéristique. Un prêtre isolé qui fait ses visites pastorales seul dans des régions reculées. Les chemins de campagne peuvent être dangereux, surtout pour un homme d'âge mûr qui voyage à cheval par tous les temps. Arnaud Fortuné réfléchit longuement, caressant machinalement la reliure de son carnet secret. Puis un sourire terrible se dessina sur ses lèvres. « Mes enfants, dit-il d'une voix lente et solennelle, je crois que la Providence nous envoie une épreuve. Cet abbé représente tout ce que nous combattons. L'idéologie égalitaire de la religion chrétienne, cette doctrine néfaste qui prétend que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Sa disparition ne sera pas seulement une nécessité pratique, ce sera aussi un acte hautement symbolique. Nous purifierons nos terres de cette contamination spirituelle comme nous les avons purifiées de la contamination sociale. » Marie-Clémence leva la tête de son ouvrage de broderie. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme quand elle prit la parole. Comment procéderons-nous? Un prêtre ne peut pas simplement disparaître sans laisser de traces. Il faudra que sa mort paraisse accidentelle et naturelle. Thibault se leva et se dirigea vers la fenêtre. Au loin, on apercevait les lumières vacillantes du presbytère de Saint-Rémy-des-Bois. « J'ai ma petite idée », murmura-t-il. L'abbé Durand a l'habitude de se rendre chaque vendredi au hameau de Roche-Blanche pour visiter la veuve Pernaut, qui est grabataire. Ce trajet l'oblige à traverser la forêt de Montclair par le vieux chemin des bûcherons. C'est un parcours isolé, difficile, avec plusieurs passages dangereux au-dessus des ravins. Arnaud Fortuné approuva de la tête. Le plan de son fils cadet était d'une simplicité redoutable. « Parfait, nous agirons vendredi prochain. Mais cette fois-ci, nous ne nous contenterons pas d'un simple meurtre déguisé en accident. Ce prêtre aura l'honneur de participer à une cérémonie de purification particulièrement solennelle. Son sang viendra consacrer notre œuvre et nous protéger de tous ceux qui pourraient avoir la tentation de nous imiter dans nos investigations. » Le vendredi 20 septembre 1805, l'abbé Mathieu Durand quitta son presbytère vers 14 heures pour sa visite hebdomadaire à la veuve Pernaut. Il montait sa jument alezane, une bête docile et sûre qu'il avait baptisée Espérance et qui l'accompagnait fidèlement dans tous ses déplacements pastoraux. Le curé ne devait jamais arriver à destination. Son cheval revint seul au presbytère vers la tombée du jour, scellé mais sans cavalier, les rênes traînant dans la poussière et les flancs couverts de sueur, comme s'il avait galopé longtemps. Les recherches commencèrent immédiatement. Tous les paroissiens se mobilisèrent pour battre la forêt et explorer chaque sentier, chaque ravin, chaque recoin où le malheureux prêtre aurait pu tomber de cheval et se blesser. Ces recherches durèrent plusieurs jours et mobilisèrent plus de 100 personnes, y compris, ironie du sort, les membres de la famille de Monbreuil, qui participèrent activement aux battues avec un zèle et une inquiétude apparente qui trompèrent tout le monde. On ne retrouva jamais le corps de l'abbé Durand. L'enquête officielle conclut à un accident. Le prêtre était probablement tombé de cheval dans un des ravins profonds qui entaillaient la forêt de Montclair, et son corps avait été emporté par les eaux tumultueuses du torrent de Fontclair, gonflé par les pluies d'automne. Cette version des faits fut d'autant plus facilement acceptée que plusieurs témoins confirmèrent avoir vu Espérance revenir seule et manifestement affolée, comme si elle avait assisté à un événement traumatisant. En réalité, l'abbé Durand avait été intercepté par Thibault de Monbreuil dans un passage particulièrement resserré du chemin forestier. Une corde tendue entre deux arbres avait fait chuter le cheval et projeté violemment le cavalier au sol. Étourdi mais conscient,
Le prêtre avait été rapidement maîtrisé et transporté dans les caves du château de Valmorbide, où l'attendait le sort le plus atroce. Selon les notes de Marie-Clémence retrouvées des décennies plus tard, l'abbé Durand survécut 3 jours dans les geôles souterraines des Montbreuil. 3 jours pendant lesquels la famille lui fit subir ce qu'ils appelaient la purification du faux prophète. Ces 3 journées furent probablement les plus longues et les plus terrifiantes de toute l'existence de ce saint homme. Arnaud Fortuné, dans son délire mystique, était convaincu que le sang d'un prêtre possédait des propriétés purificatrices exceptionnelles. Il prolongea donc le supplice de sa victime, procédant à une série de rituels échelonnés sur plusieurs jours, chacun plus cruel et plus raffiné que le précédent, Le corps de l'abbé Durand fut finalement enseveli dans la forêt, à côté de ceux de ses nombreuses victimes précédentes. Mais sa disparition marqua un tournant dans l'évolution des crimes des Montbreuil. En s'attaquant à un représentant de l'Église, ils avaient franchi un seuil symbolique qui allait décupler leur sentiment d'impunité et de toute puissance. Les années 1810 à 1820 marquèrent l'apogée de la folie meurtrière des Montbreuil, mais aussi les prémices de leur chute. Enhardis par l'impunité dont ils jouissaient depuis plus de 20 ans, ils multiplièrent leur purification avec une fréquence et une audace croissantes qui finirent par attirer l'attention des autorités. C'est ironiquement un événement extérieur à leur volonté qui allait précipiter leur perte. L'arrivée dans la région d'un nouveau sous-préfet, particulièrement méticuleux et observateur. Édouard Terray était un homme de 38 ans, ancien élève de l'école polytechnique qui avait fait toute sa carrière dans l'administration préfectorale. Nommé sous-préfet de Chalon-sur-Saône en janvier 1820, il apportait avec lui les méthodes rigoureuses et l'esprit analytique qui caractérisaient les hauts fonctionnaires formés sous l'Empire. Contrairement à ses prédécesseurs qui s'étaient contentés d'une gestion routinière, Terray entreprit dès son arrivée un recensement détaillé de sa circonscription. C'est en compulsant les registres de population qu'il découvrit les premières anomalies. Dans un rayon de 20 km autour du château de Valmorbide, le taux de mortalité était anormalement élevé et surtout, un nombre inhabituel de disparitions n'avait jamais donné lieu à des déclarations de décès officielles. Des familles entières semblaient s'être volatilisées sans laisser de traces. Des voyageurs annoncés n'arrivaient jamais à destination. Des commerçants réguliers cessaient brutalement leur tournée sans que personne puisse expliquer pourquoi. Terray était un homme méthodique. Il commença par établir une cartographie précise de tous ces incidents, notant leurs dates, leurs circonstances, les personnes impliquées. Peu à peu, un schéma troublant émergea de ces analyses. La quasi-totalité des disparitions se concentrait sur un territoire bien délimité, celui des anciennes possessions féodales de la famille de Montbreuil. Intrigué, le sous-préfet entreprit une enquête discrète sur cette famille de hobereaux déchus. Ce qu'il découvrit ne fit qu'attiser sa curiosité. Les Montbreuil vivaient en autarcie complète dans leur château depuis la Révolution, n'entretenant pratiquement aucune relation avec le reste de la société. Ils ne participaient à aucune des activités sociales de la région, ne fréquentaient ni les marchés ni les foires, et semblaient subvenir à tous leurs besoins sans jamais faire appel au commerce local. Plus troublant encore, les rares témoignages que Terray parvint à recueillir sur cette famille révélèrent des comportements de plus en plus étranges. Plusieurs habitants de la région rapportaient avoir croisé les membres de la famille de Montbreuil dans des circonstances bizarres. Gaspard rôdant aux abords des propriétés isolées, prétendument pour des relevés topographiques, Apolline questionnant les gens avec une insistance déplacée sur leurs habitudes et leurs liens familiaux, Thibault circulant la nuit sur les chemins de campagne sans raison apparente. Le sous-préfet décida de passer à l'action. Au mois de juin 1820, il organisa une inspection officielle du château de Valmorbide sous prétexte de vérifier la conformité des installations avec les nouvelles réglementations préfectorales. Cette visite, annoncée avec la politesse due au rang social des Montbreuil, cachait en réalité une véritable opération de reconnaissance.
Édouard Terray se présenta donc au château accompagné de son secrétaire, Julien Barthélemy, et d'un architecte départemental, Claude Ferrand. Cette petite délégation fut reçue par Arnaud Fortuné de Monbreuil, avec une courtoisie glacée qui ne parvenait pas à dissimuler une nervosité évidente. La visite du château révéla plusieurs éléments troublants. Terray, qui possédait une excellente mémoire visuelle, remarqua immédiatement que certaines pièces avaient été récemment murées ou condamnées sans justification apparente. Il nota également que les caves du château, pourtant réputées particulièrement vastes selon les archives historiques qu'il avait consultées, semblaient étrangement réduites par rapport à ce qu'elles auraient dû être. Mais c'est surtout l'attitude de la famille qui éveilla définitivement ses soupçons. Marie-Clémence de Monbreuil était d'une pâleur maladive et sursautait au moindre bruit. Gaspard et Apolline échangeaient des regards entendus chaque fois que les visiteurs s'approchaient de certaines parties du château. Quant à Thibault, il ne cessait de proposer des itinéraires alternatifs pour éviter certains couloirs ou certaines pièces, prétextant des travaux de réfection qui n'étaient manifestement qu'un prétexte. La visite se termina sans incident apparent, mais Terray était maintenant convaincu que le château de Valmorbide cachait des secrets inavouables. Il décida de faire surveiller discrètement la famille de Monbreuil en plaçant un de ses hommes de confiance, le brigadier Antoine Roussel, en observation permanente aux abords du domaine. Cette surveillance porta rapidement ses fruits. Le 3 août 1820, Roussel signala à son supérieur un événement particulièrement suspect. Dans la nuit précédente, il avait observé un va-et-vient inhabituel au château. Vers minuit, Thibault de Monbreuil était sorti discrètement par une poterne donnant sur la forêt, accompagné de 2 hommes que Roussel n'avait pas réussi à identifier dans l'obscurité. Ce petit groupe portait des pelles et des pioches et se dirigeait vers un bosquet situé à environ 1 kilomètre du château. Ils étaient revenus vers 3 heures du matin, visiblement épuisés et couverts de terre. Roussel avait attendu le lever du jour pour explorer discrètement la zone où il les avait vus se rendre. Il y découvrit les traces évidentes d'une fosse fraîchement creusée puis rebouchée, dissimulée sous des branchages et des feuilles mortes. Cette découverte décida Terray à agir rapidement. Le 5 août, il obtint du procureur de la République un mandat de perquisition et se présenta au château de Valmorbide, accompagné d'une escouade de gendarmes et d'un magistrat instructeur. La perquisition révéla l'horreur indicible qui se cachait derrière les murs vénérables du château. Dans les caves, les enquêteurs découvrirent ce qu'Arnaud Fortuné appelait le sanctuaire de la purification. Une série de salles voûtées aménagées en véritables chambres de torture, avec des autels de pierre couverts de taches brunes suspectes, des instruments de supplice d'un raffinement diabolique, et surtout, des dizaines et des dizaines d'ossements humains, soigneusement rangés dans des niches creusées dans les murs. Mais la découverte la plus accablante fut celle du journal des purifications, tenu par Marie-Clémence de Monbreuil. Ce document de plus de 300 pages, rédigé d'une écriture soignée et méthodique, consignait avec une précision glaçante chaque assassinat commis par la famille au cours des 30 dernières années. Nom des victimes, date des meurtres, circonstances de leur capture, description détaillée des tortures infligées, tout y était noté avec la minutie d'une comptable consciencieuse. Plus de 200 noms figuraient dans ce registre de la mort. 200 êtres humains qui avaient péri dans d'atroces souffrances pour satisfaire les délires d'une famille de déséquilibrés. Des marchands, des artisans, des paysans, des voyageurs, des mendiants, et même des familles entières avec leurs enfants, tous sacrifiés sur l'autel délirant de la pureté du sang noble. Confrontés à ces preuves accablantes, les membres de la famille de Monbreuil eurent des réactions différentes qui révélèrent la profondeur de leur dégénérescence morale. Arnaud Fortuné ne manifesta aucun repentir. Jusqu'au bout, il revendiqua ses actes comme l'accomplissement d'une mission divine. « Nous avons servi la France éternelle », déclara-t-il au magistrat instructeur.
Nous avons purifié cette terre souillée par des siècles de contamination roturière. L'histoire nous donnera raison. Marie-Clémence sombra dans une catalepsie complète. Arrêtée dans sa chambre alors qu'elle brodait paisiblement un mouchoir de dentelle, elle cessa complètement de parler et de réagir aux questions des enquêteurs. Elle demeura dans cet état de stupeur jusqu'à sa mort, survenue quelques mois plus tard dans la prison de Chalon-sur-Saône. Gaspard tenta d'abord de nier, puis, devant l'évidence des preuves, essaya de rejeter toute la responsabilité sur son père. Selon lui, il n'avait fait qu'obéir aux ordres d'un homme qu'il décrivait comme fou et tyrannique. Cette ligne de défense ne convainquit personne, tant les témoignages et les preuves matérielles attestaient de sa participation active et enthousiaste aux massacres familiaux. Apolline adopta une attitude de défi hautain qui glaça d'effroi tous ceux qui l'interrogèrent. Belle et froide même dans les chaînes, elle revendiqua fièrement son rôle dans ce qu'elle continuait d'appeler l'œuvre de purification. « Nous sommes les derniers représentants de la vraie noblesse française », déclarait-elle avec un mépris glacial. « Tous ces roturiers que nous avons supprimés ne méritaient pas de vivre sur nos terres ancestrales. » Thibaut, le plus jeune mais peut-être le plus cruel de tous, surprit tout le monde par ses aveux complets et détaillés. Avec un cynisme révoltant, il raconta par le menu les méthodes utilisées par sa famille, décrivit l'organisation logistique des enlèvements, révéla l'emplacement des charniers dispersés dans la forêt. Cette collaboration avec la justice n'était motivée par aucun repentir sincère, mais par le calcul froid d'un homme qui espérait sauver sa tête en se montrant coopératif. L'instruction du procès dura plus d'1 an. Il fallut exhumer et identifier des dizaines de corps, reconstituer les circonstances de chaque crime, retrouver et auditionner les familles des victimes. Ce travail titanesque révéla l'ampleur véritable du carnage perpétré par les Monbreuil. Au total, 237 personnes avaient été assassinées entre 1789 et 1820. Le procès de la famille de Monbreuil s'ouvrit devant la cour d'assises de Saône-et-Loire le 15 mars 1822. Cette affaire, qui défrayait déjà la chronique dans toute la France, attira une foule considérable. Des journalistes de Paris, des curieux venus de toute la région, des familles de victimes en quête de justice. Tous se pressaient dans la salle d'audience pour assister à ce qui était déjà présenté comme le procès du siècle. Le président du tribunal, Maître Henri de Montclerc, était un magistrat expérimenté qui avait présidé les plus grandes affaires criminelles de son époque. Mais même lui fut profondément marqué par l'horreur de ce dossier. Dans ses mémoires, publiés bien des années plus tard, il écrivit « En 40 années de carrière, j'ai jugé des assassins, des empoisonneurs, des infanticides, toutes les catégories de criminels que peut produire l'humanité. Mais jamais je n'avais rencontré une telle accumulation de cruauté froide et méthodique. Les Monbreuil n'étaient pas des criminels ordinaires mus par la passion ou l'intérêt. C'étaient des fanatiques qui avaient érigé le meurtre en système philosophique. Les débats durèrent 3 semaines. Jour après jour, témoins et experts se succédèrent à la barre pour reconstituer 30 années d'horreur. Les témoignages les plus poignants furent ceux des rares survivants qui avaient échappé aux griffes de la famille maudite. Marie Bonnefoy, une ancienne domestique du château qui avait quitté son service en 1805, raconta comment elle avait surpris des conversations inquiétantes entre les membres de la famille. Ils parlaient de purification, de sang noble, de rites sacrés, déclara-t-elle d'une voix tremblante. Au début, je croyais qu'il s'agissait de quelques pratiques religieuses un peu particulières, mais peu à peu, j'ai compris qu'il se passait des choses terribles dans les caves du château. Il y avait ces cris, la nuit, ces odeurs étranges qui montaient des souterrains, et puis tous ces voyageurs qui disparaissaient après avoir été vus pour la dernière fois sur les terres de Valmorbide. François Delorme, un marchand de Chalon-sur-Saône, témoigna qu'il avait failli lui-même devenir une victime des Monbreuil. En 1816, de passage dans la région, il avait été invité à passer la nuit au château par Apolline de Monbreuil, qui l'avait abordé sur la route en feignant une indisposition. Cette femme était d'une beauté saisissante,
raconta-t-il. Mais il y avait quelque chose de glacial dans son regard. Heureusement, j'attendais un associé qui devait me rejoindre le lendemain matin et j'avais prévenu plusieurs personnes de mon itinéraire. Je pense que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Quand j'ai mentionné ces détails au cours du souper, j'ai vu tous les membres de la famille échanger des regards entendus. L'atmosphère est devenue très tendue et on m'a rapidement fait comprendre que je pouvais repartir si je le souhaitais. Les experts psychiatres appelés à évaluer l'état mental des accusés furent unanimes. Les Monbreuil étaient tous parfaitement conscients de leurs actes et ne pouvaient bénéficier de circonstances atténuantes liées à la folie. Il s'agissait d'une famille qui avait développé collectivement une idéologie meurtrière cohérente, basée sur des convictions délirantes mais structurées. Le docteur Alphonse Morel, aliéniste réputé de l'hôpital de la Salpêtrière, déclara dans son expertise: « Ces individus ne sont pas fous au sens médical du terme. Ils ont construit un système de pensée aberrant mais logique, une religion familiale basée sur le meurtre rituel. Chacun d'entre eux a parfaitement conscience de la nature criminelle de ces actes, mais les justifie par une idéologie qu'ils ont élaborée collectivement pour légitimer leur pulsion meurtrière. » L'accusation, menée par le procureur général Camille Dufresne, requit la peine de mort pour les 4 membres survivants de la famille. Dans son réquisitoire, resté célèbre dans les annales judiciaires, il déclara: « Messieurs les jurés, vous avez devant vous les représentants d'une aristocratie dégénérée qui a poussé le mépris du peuple jusqu'à son extermination méthodique. Ces accusés n'ont pas seulement tué par cupidité ou par passion, ils ont organisé pendant plus de 30 ans un véritable système d'épuration ethnique sur leur terre. Ils se sont érigés en juges suprêmes de qui avait le droit de vivre ou de mourir dans leur région. Aucune circonstance atténuante ne peut être invoquée pour de tels crimes. La société ne peut les pardonner sans renier ses principes les plus fondamentaux. » La défense, assurée par plusieurs avocats parisiens réputés, tenta diverses stratégies. Maître Adolphe Crémieux, qui défendait Gaspard, plaida l'influence paternelle et l'éducation pervertie. Maître Antoine Berrier, avocat d'Apolline, invoqua l'hystérie féminine et l'emprise psychologique exercée par le chef de famille. Quant à maître Pierre-Antoine Berrier, père, qui représentait Thibault, il mit en avant la jeunesse de son client et son rôle subordonné dans l'organisation familiale. Seul Arnaud Fortuné de Monbreuil refusa l'assistance d'un avocat. Il assura lui-même sa défense dans une plaidoirie délirante de 3 heures où il revendiqua intégralement ses actes. « Messieurs les jurés, déclara-t-il de sa voix grave et posée, vous jugez aujourd'hui les derniers défenseurs de la France éternelle. Nous avons préservé la pureté de notre race et de nos terres contre l'invasion de la médiocrité roturière. Dans quelques siècles, quand cette république bourgeoise aura sombré dans le chaos, l'histoire retiendra que nous avons tenté de sauver l'essence même de la nation française. Nous n'avons fait qu'appliquer les lois naturelles de la sélection, comme l'ont toujours fait nos ancêtres. Condamnez-nous si vous voulez, mais sachez que vous condamnez les derniers représentants de la vraie noblesse de ce pays. » Le verdict fut rendu le 8 avril 1822, après 3 heures de délibération. Arnaud Fortuné, Gaspard, Apolline et Thibault de Monbreuil furent tous condamnés à mort. Marie-Clémence, décédée en prison quelques semaines avant l'ouverture du procès, échappa ainsi au châtiment suprême. L'exécution eut lieu le 25 avril 1822 sur la place publique de Chalon-sur-Saône. Une foule énorme s'était rassemblée pour assister au spectacle, venue de toute la région et même de Paris. Jamais une exécution n'avait attiré autant de curieux dans cette ville de province. Les 4 condamnés montrèrent sur l'échafaud des attitudes différentes qui reflétaient leurs personnalités respectives. Arnaud Fortuné conserva jusqu'au bout sa prestance aristocratique, refusant l'assistance du prêtre et déclarant au bourreau « Faites votre office, mais sachez que vous exécutez un homme qui a servi la France mieux que tous ses dirigeants actuels. » Gaspard s'effondra complètement, implorant le pardon des familles de victimes présentes dans la foule. Apolline garda son attitude de défi hautain, fixant la foule d'un regard méprisant, jusqu'à ce que le couperet tombe. Thibault, le plus jeune,
tenta de s'échapper au dernier moment et dut être maintenu de force sur l'échafaud. Avec la mort des derniers Monbreuil, s'éteignait une des lignées les plus sinistres de l'histoire française. Mais les conséquences de leurs crimes allaient perdurer bien au-delà de leur exécution. Le château de Valmorbid fut entièrement démoli sur ordre des autorités préfectorales. On craignait qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage morbide, attirant les esprits dérangés ou les nostalgiques de l'Ancien Régime. Les pierres furent dispersées, les caves comblées, et un champ de blé fut planté à l'emplacement de l'ancienne demeure. Aujourd'hui encore, les paysans de la région évitent de cultiver cette terre qu'ils considèrent comme maudite. Les archives du procès furent scellées sur décision du ministère de la Justice. Le gouvernement de la Restauration, soucieux de ne pas ternir davantage l'image de l'aristocratie française, fit tout pour minimiser la portée de cette affaire. Les journaux reçurent des consignes strictes pour limiter leur compte-rendu, et la plupart des documents du dossier furent classés secret d'État. Cette volonté d'occultation explique pourquoi l'affaire des Monbreuil resta si longtemps méconnue du grand public. Pendant plus d'un siècle, seuls quelques historiens spécialisés et quelques érudits locaux connaissaient l'existence de ce dossier effroyable. Ce n'est qu'en 1925, lors du déclassement de certaines archives judiciaires, que l'ampleur véritable de ces crimes fut révélée. Mais l'occultation officielle ne put empêcher la naissance d'une légende noire autour de la famille de Monbreuil. Dans toute la région de Chalon-sur-Saône, les anciens racontaient à leurs descendants l'histoire de cette famille maudite qui avait transformé ces terres en cimetières. Ces récits, transmis de bouche à oreille, prirent progressivement une dimension mythique qui dépassait la réalité historique, si atroce fût-elle. Les conséquences psychologiques sur les populations locales furent durables. Pendant des décennies, les habitants de la région évitèrent soigneusement les anciens domaines des Monbreuil. Les chemins qui traversaient leurs anciennes terres furent progressivement abandonnés, remplacés par de nouveaux itinéraires qui contournaient cette zone maudite. Plusieurs familles quittèrent définitivement leurs fermes pour s'installer plus loin, incapables de continuer à vivre sur des terres qui avaient été le théâtre de tant d'horreurs. L'Église catholique elle-même fut profondément marquée par cette affaire. La disparition de l'abbé Durand avait révélé les limites de la protection que l'institution pouvait offrir à ses membres les plus isolés. L'évêché d'Autun modifia en profondeur l'organisation des paroisses rurales, veillant désormais à ce qu'aucun prêtre ne soit laissé seul dans une région trop isolée. L'affaire eut également des répercussions politiques importantes. Elle alimenta les arguments de tous ceux qui voyaient dans l'ancienne noblesse une classe définitivement corrompue et dangereuse pour la société moderne. Les républicains de l'époque brandissaient régulièrement l'exemple des Monbreuil pour justifier leur hostilité à toute forme de restauration aristocratique. Mais au-delà de ses conséquences immédiates, l'affaire des Monbreuil pose des questions troublantes sur la nature humaine et sur les mécanismes psychologiques qui peuvent transformer des individus en apparence civilisés en monstres sanguinaires. Comment une famille entière a-t-elle pu basculer collectivement dans une telle barbarie? Comment des gens éduqués, cultivés, issus d'un milieu privilégié, ont-ils pu développer une idéologie aussi meurtrière? Les historiens qui se sont penchés sur cette affaire ont proposé plusieurs explications. Certains y voient les conséquences extrêmes de l'effondrement de l'Ancien Régime sur les mentalités aristocratiques les plus fragiles. La perte brutale de leurs privilèges, de leur statut social, de leur raison d'être, aurait poussé certains nobles vers des formes de compensation délirantes, où le meurtre devenait un moyen de restaurer symboliquement leur puissance perdue. D'autres analystes privilégient l'explication psychopathologique. Selon eux, Arnaud Fortuné de Monbreuil était un paranoïaque qui a entraîné sa famille dans son délire par un processus de folie à plusieurs, bien connu des psychiatres. L'isolement géographique et social du château de Valmorbid aurait favorisé le développement de cette pathologie collective en coupant la famille de tout contact avec la réalité extérieure. Une troisième école d'interprétation met l'accent sur les dimensions rituelles et religieuses de ces crimes. Les Monbreuil auraient créé une véritable religion familiale, avec ses dogmes, ses rites,
ces sacrifices qui leur permettaient de donner un sens transcendant à leur pulsion meurtrière. Cette ritualisation du meurtre aurait facilité le passage à l'acte en transformant l'assassinat en acte sacré. Quelle que soit l'explication retenue, l'affaire des Monbreuil demeure l'un des exemples les plus troublants de la capacité humaine à justifier l'injustifiable. Elle nous rappelle que la civilisation n'est qu'un vernis fragile qui peut craquer sous l'effet du fanatisme, de l'orgueil ou de la folie. En 1885, soit plus de 60 ans après l'exécution des derniers Monbreuil, un journaliste parisien du nom d'Émile Chevrier entreprit une enquête approfondie sur cette affaire oubliée. Ses recherches dans les archives départementales et les témoignages qu'il recueillit auprès des derniers témoins encore vivants lui permirent de reconstituer l'histoire complète de cette famille maudite. Chevrier découvrit notamment que les crimes des Monbreuil avaient probablement commencé bien avant 1789. En étudiant les registres paroissiaux des décennies précédentes, il releva plusieurs disparitions suspectes dans la région dès les années 1770. Il émit l'hypothèse que la tradition familiale de purification par le meurtre remontait peut-être à plusieurs générations, et que la Révolution n'avait fait qu'exacerber des tendances déjà présentes. Cette découverte, si elle se confirmait, rendrait l'affaire encore plus terrifiante. Elle suggérerait que les Monbreuil avaient développé sur plusieurs siècles une culture familiale du meurtre, transmise de père en fils comme un héritage maudit. Les 237 victimes officiellement recensées ne représenteraient alors qu'une fraction du nombre réel de personnes assassinées par cette lignée de tueurs. Malheureusement, les recherches de Chevrier furent brutalement interrompues. En septembre 1885, le journaliste disparut mystérieusement alors qu'il menait des investigations dans la forêt où avaient été ensevelies les victimes des Monbreuil. Son corps ne fut jamais retrouvé, et les circonstances de sa disparition demeurent inexpliquées. Certains y virent une coïncidence tragique, d'autres l'œuvre de descendants ou d'héritiers des Monbreuil soucieux de préserver les secrets de famille. Une rumeur persistante prétendait qu'Émile Chevrier était tombé sur des documents compromettants révélant l'implication d'autres familles nobles de la région dans les crimes des Monbreuil. Cette rumeur ne fut jamais vérifiée et les notes du journaliste disparurent avec lui. Vous avez écouté jusqu'au bout cette histoire glaçante qui révèle l'une des pages les plus sombres de l'histoire secrète de la France. Pensez-vous que tout a été révélé sur l'affaire des Monbreuil, que certains secrets dorment encore dans les archives? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette histoire avec tous ceux qui s'intéressent aux mystères les plus troublants de notre passé. Aujourd'hui encore, plus de 2 siècles après les faits, l'affaire de la famille de Monbreuil continue d'interroger historiens et criminologues. Les archives départementales de Saône-et-Loire conservent précieusement les pièces du dossier qui ont échappé à la destruction et au secret d'État. De temps à autre, de nouveaux documents refont surface, apportant des éclairages inédits sur cette tragédie. En 1992, lors de travaux de rénovation d'une ancienne ferme de la région, des ouvriers découvrirent dans les fondations une cache murée contenant plusieurs objets ayant appartenu aux Monbreuil. Des bijoux de famille, des documents généalogiques et surtout un carnet personnel d'Apolline de Monbreuil où elle détaillait avec une précision glaçante ses méthodes de séduction des futures victimes. Ces découvertes périodiques entretiennent le mystère et alimentent les spéculations. Combien de secrets les Monbreuil ont-ils emportés dans la tombe? Combien de complices ont-ils eu dans la région? Quels autres crimes ont-ils commis dont nous n'avons pas encore trouvé trace? L'histoire de la famille de Monbreuil nous rappelle que les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Ils peuvent porter des noms prestigieux, habiter des châteaux ancestraux, parler de noblesse et d'honneur, tout en cachant derrière ces façades respectables les instincts les plus barbares de l'humanité. Elle nous enseigne aussi que l'isolement et le fanatisme constituent un mélange explosif, capable de transformer n'importe quelle idéologie, même la plus raffinée en apparence, en machine de mort. Les Monbreuil croyaient servir un idéal supérieur, celui de la pureté du sang noble. En réalité,
Ils ne servaient que leur propre pulsion meurtrière déguisée sous un vernis de mysticisme pseudo-aristocratique. Cette histoire vraie, car elle est vraie, n'en doutez pas, constitue l'un des témoignages les plus saisissants sur la capacité de l'être humain à justifier l'injustifiable quand il s'enferme dans ses certitudes et coupe tout contact avec la réalité extérieure. Les terres de Valmorbid sont aujourd'hui paisibles. Le blé pousse là où s'élevait autrefois le château maudit. Les tracteurs sillonnent les champs où furent ensevelis tant de victimes innocentes. Mais ceux qui connaissent l'histoire de ces lieux savent qu'ils foulent un sol imprégné de sang et de larmes. Car les crimes des Montbreuil, s'ils appartiennent au passé, n'ont jamais été vraiment oubliés. Ils survivent dans la mémoire collective de la région, dans les archives judiciaires, dans les récits que se transmettent les familles de génération en génération. Ils nous rappellent que l'horreur peut naître partout, y compris dans les milieux les plus privilégiés et les plus raffinés de la société. Et parfois, dans les nuits d'hiver, quand le vent souffle fort sur les terres de l'ancienne Valmorbid, les paysans prétendent encore entendre les cris des victimes de la famille maudite, comme si leurs âmes erraient toujours dans ces lieux marqués par tant de souffrances. L'affaire des Montbreuil s'achève ici, mais elle pose une question qui nous concerne tous. Sommes-nous vraiment certains de connaître tous les secrets que cache l'histoire de nos familles, de nos régions, de notre pays? Combien d'autres dossiers dorment-ils encore dans les archives, attendant qu'une main curieuse vienne les exhumer de leur sommeil séculaire? La vérité historique a parfois un visage plus sombre que la fiction la plus noire. L'histoire de la famille de Montbreuil en est un exemple saisissant et malheureusement authentique.